Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette présentation et merci aux organisateurs de ce e-congrès de nous donner l'opportunité de vous présenter les différentes actions de pharmacovigilance au cours de ces premiers mois de pandémie Covid. Donc tout d'abord, je me présente, Aurélie Grandvillemin, je suis pharmacien, praticien hospitalier au Centre régional de pharmacovigilance de Dijon. J'associe à cette présentation mes collègues CRPV, membres du comité de suivi qui réunit des membres de l'ANSM et des membres des CRPV qui travaillent d'arrache-pied depuis le début de cette pandémie Covid concernant la sécurité des médicaments. Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer dans le cadre de cette expertise et de cette présentation. Voici comment va s'articuler ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. Donc tout d'abord, nous verrons rapidement une présentation du système de pharmacovigilance français actuel. Nous verrons ensuite les particularités de ce contexte pandémique Covid en termes de prise en charge médicamenteuse. Et enfin, nous verrons donc les actions du système de pharmacovigilance menées dans ce contexte et dans ces premiers mois de pandémie. Avant de commencer, je souhaitais vous présenter déjà ce qu'était la pharmacovigilance. Revenons à un peu d'étymologie. Pharmaco vient du grec pharmakon, je ne parle pas grec couramment, désolé, qui signifie médicament, remède. Vigilance, dans le dictionnaire, qui signifie surveillance soutenue et attentive. Ainsi, les objectifs de la pharmacovigilance sont la surveillance, l'évaluation, la prévention et la gestion du risque des effets indésirables des médicaments, que ce risque soit potentiel ou avéré. Il est toujours intéressant de se replonger dans l'histoire et l'origine d'une discipline. Donc en ce qui concerne la pharmacovigilance, elle est née à l'issue de notamment 2 drames sanitaires des années 60 et 70, représentés par les effets indésirables du thalidomide et du distilbène chez la femme exposée au cours de la grossesse, avec des effets sur le nouveau-né dramatiques. Ainsi, l'OMS a pris conscience de la nécessité de surveiller les effets indésirables des médicaments une fois que ces derniers arrivent sur le marché. Ainsi, dès 1971, l'OMS a créé le Food Drug Monitoring Center, permettant la surveillance des médicaments au niveau mondial. En France, l'activité de pharmacovigilance a été très rapidement mise en place dès 1973 dans 6 CHU pilotes. Un premier arrêté a réglementé cette discipline dès 1976 avec la création de centres hospitaliers de pharmacovigilance et de la commission technique de pharmacovigilance. En 1982, un décret a été émis créant la Commission nationale de pharmacovigilance, le comité technique de pharmacovigilance et les centres régionaux de pharmacovigilance. Et la base française de pharmacovigilance a été créée en 1985 et fait partie des premières bases de pharmacovigilance. Cette diapositive vous présente l'organisation actuelle du système français de pharmacovigilance, avec au niveau local tout d'abord les principaux acteurs que sont les professionnels de santé et les patients qui sont vraiment à l'origine de tout puisqu'ils sont témoins et peuvent déclarer les effets indésirables des médicaments. En effet, la pharmacovigilance est basée sur le principe de la notification spontanée des effets indésirables par les différents acteurs du système de santé. Au niveau régional, nous retrouvons les centres régionaux de pharmacovigilance qui sont au nombre de 31, répartis sur l'ensemble du territoire français et hébergés dans des centres hospitaliers universitaires. Ils sont donc les interlocuteurs privilégiés des déclarants en étant disposés au cœur même du système de soins, au plus près des patients et des acteurs de santé, les professionnels, que ce soit des médecins, des pharmaciens, exerçant en établissement de santé, public ou privé, et également en ambulatoire. Au niveau national, nous retrouvons l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM, qui est en interaction avec le réseau des CRPV, également en interaction avec d'autres instances internationales, l'Agence européenne des médicaments, l'OMS, et également en interaction avec les autres acteurs du système de pharmacovigilance, que sont les entreprises du médicament. Comme nous l'avons vu, les personnes qui peuvent s'adresser aux centres régionaux de pharmacovigilance, mais en fait c'est un peu tout le monde, les professionnels de santé, médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, dentistes et j'en passe, mais également les patients, les aidants, les tierces personnes qui auraient connaissance d'un effet indésirable médicamenteux. En fait, toute personne donc, qui intervient dans le système de soins peut déclarer, peut interroger le centre régional de pharmacovigilance de sa région. Quel type d'information reçoit le CRPV ?
Le CRPV reçoit les notifications d'effets indésirables médicamenteux, mais également les demandes d'avis diagnostiques, le plus souvent par des professionnels de santé, lorsqu'ils sont face à une maladie suspectée être médicamenteuse. Le CRPV est l'interlocuteur privilégié pour les aider dans leur diagnostic ou leur prise en charge de maladies médicamenteuses. Le CRPV répond également aux questions de bon usage. Et enfin, le CRPV est destinataire des erreurs médicamenteuses ou des risques d'erreurs médicamenteuses qui sont aussi tout aussi importants à déclarer et à faire remonter afin d'éviter qu'elles se reproduisent. La pharmacovigilance n'est pas qu'un guichet d'enregistrement. La pharmacovigilance est une réelle démarche clinique, comme nous l'avons déjà dit, qui permet le diagnostic de pathologies médicamenteuses. Le principe étant de répondre à deux questions principales. La première étant, est-ce que l'étiologie est médicamenteuse par rapport à la maladie auquel je suis confrontée? Oui, non, peut-être. Et si oui ou peut-être, quel est le médicament ou les médicaments les plus suspects dans la genèse de cette maladie? L'objectif étant d'évaluer un lien de causalité entre un événement et un médicament, ce qu'on appelle imputabilité en pharmacovigilance. L'événement devient alors un effet, puisque du moment où un lien de causalité, même douteux, même très faible, est émis entre la prise d'un médicament et une maladie, on parle d'effet indésirable médicamenteux. Cette diapositive vous présente schématiquement le circuit d'une déclaration de pharmacovigilance qui arrive au CRPV, transmise par un professionnel de santé ou un patient, comme nous l'avons vu. Déclaration qui est analysée, validée et fait l'objet d'une réponse par le CRPV au déclarant. Si l'observation et l'effet indésirable est validé, il est enregistré dans la base nationale de pharmacovigilance, qui est elle-même interfacée avec la base européenne. Chaque déclaration fait l'objet d'une identification d'un signal potentiel par le CRPV qui peut être transmis en temps réel et directement à l'ANSM afin qu'une évaluation puisse être faite, éventuellement une validation et une communication si besoin. Nous verrons donc dans ce contexte de pandémie et de l'utilisation de certains des médicaments une application directe de ce schéma. Rentrons dans le vif du sujet et voyons les différentes actions de la pharmacovigilance au cours de ces premiers mois de pandémie Covid. Comme nous le savons tous maintenant, cette pandémie Covid est une situation sanitaire exceptionnelle à différents titres. Tout d'abord, la mise en évidence d'un nouveau virus, le SARS-CoV-2. La mise en évidence d'une nouvelle maladie sur laquelle nous apprenons tous les jours de nouvelles données, le Covid-19 ou la Covid-19, comme maintenant il faut dire. Une situation pandémique d'expansion rapide et mondiale, et en début de pandémie, l'absence de traitement efficace avéré. Vu l'urgence sanitaire et le délai pour réaliser des essais cliniques robustes, les experts ont cherché dans l'arsenal thérapeutique déjà existant des molécules potentiellement actives contre ce nouveau virus. Les données sont issues de médicaments déjà utilisés ou testés pour d'autres coronavirus ou éventuellement d'autres virus. En France, ces recommandations ont été synthétisées par les experts du Haut Conseil de la Santé publique, abrégé par HCSP tel que vous le voyez sur le premier encadré de cette diapositive, avec un premier rapport établi le 5 mars et une mise à jour effectuée le 23 mars 2020. Le médicament potentiel avait été identifié dès le mois de janvier, février et début mars 2020. Donc tout d'abord le Remdesivir, qui est un médicament antiviral qui avait fait l'objet d'un développement clinique dans les maladies liées au virus Ebola et pour lequel on disposait de données in vitro concernant d'autres coronavirus, le SARS-CoV et le MERS-CoV. Dès février 2020, on disposait également de données pharmacodynamiques spécifiques sur le SARS-CoV-2. Par ailleurs, à cette date, des essais cliniques étaient déjà en cours avec cette molécule. Deuxième candidat, l'antiviral qui associe lopinavir-ritonavir, qui est utilisé depuis le début des années 2000 dans le traitement du VIH et pour lequel on dispose également de données in vitro concernant d'autres coronavirus, le SARS-CoV et le MERS-CoV. Des essais cliniques étaient également en cours dès le début du mois de mars 2020. Troisième candidat, on va les regrouper, ce sont la chloroquine et son dérivé, l'hydroxychloroquine, qui sont des médicaments plus anciens, la chloroquine étant utilisée dans le traitement du paludisme et l'hydroxychloroquine
commercialisé sous le nom de Plaquenil et utilisé dans les maladies auto-immunes depuis également de nombreuses années. Donc, ces médicaments avaient été rapidement identifiés, mais l'OMS, dès janvier 2020, avait dit que les données initiales étaient insuffisantes pour sous-entendre un développement clinique. En février 2020, des données d'activité in vitro de la chloroquine sur le SARS-CoV-2 ont été publiées, relançant l'intérêt pour ce médicament et son dérivé, l'hydroxychloroquine. Des données in vitro sont arrivées juste après avec l'hydroxychloroquine concernant le SARS-CoV-2. Et des essais cliniques étaient déjà en cours début mars 2020. Dans un second temps, ont été identifiés d'autres médicaments potentiellement intéressants qui sont les immunomodulateurs et plus particulièrement les anti-interleukine 6 représentés par le tocilizumab et d'autres molécules, avec pour le coup un rationnel pharmacologique en lien avec la mise en évidence d'un syndrome de libération de cytokines dans la maladie Covid pour lesquels ces médicaments pourraient avoir un intérêt. Ces médicaments ont d'emblée été réservés aux essais cliniques. Ainsi, comme nous l'avons vu, certains médicaments, parfois anciens, ont été proposés aux médecins, aux praticiens dans les établissements de santé pour la prise en charge des patients atteints de Covid. Il existait toutefois d'emblée une forte incitation à inclure les patients dans les essais cliniques visant à évaluer l'efficacité et la sécurité d'utilisation de ces médicaments. Donc nous l'avons vu, ces recommandations par le Haut Conseil de la Santé publique sont arrivées le 5 mars et le 23 mars. Et puis, troisième étape sur notre frise chronologique, la publication d'un décret dérogatoire au niveau français permettant l'utilisation, la prescription par les médecins en établissement de santé de l'hydroxychloroquine et de l'association lopinavir-ritonavir. Toutefois, ce même jour, le 26 mars, 2 cas d'effets indésirables graves d'origine cardiaque reliés à l'hydroxychloroquine utilisée dans ce contexte de pandémie Covid ont été remontés par des professionnels de santé aux centres régionaux de pharmacovigilance qui les ont fait remonter immédiatement à l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM. Ces 2 cas ont été remontés le 26 mars donc, et dès le 27 mars, l'ANSM a ouvert une enquête officielle de pharmacovigilance et a confié cette enquête au CRPV de Dijon et au CRPV de Nice. Alors une enquête de pharmacovigilance, comment ça se passe? Déjà, une enquête de pharmacovigilance a pour objectif de manière générale de détecter de nouveaux signaux de sécurité dans l'utilisation d'un médicament ou éventuellement d'explorer un signal potentiel déjà mis en évidence. Dans le cas de la pandémie Covid, l'objectif de l'enquête telle qu'elle a été mise en place est la détection de signaux de sécurité selon 3 situations. La première concerne les médicaments utilisés pour le traitement du Covid-19. Seconde situation, ce sont les autres médicaments administrés chez les patients pris en charge pour une maladie Covid-19 suspectée ou avérée. Enfin, troisième situation était d'identifier des médicaments qui avaient un potentiel d'aggravation de la maladie en elle-même. Au niveau de la méthode, les données analysées sont les effets indésirables des médicaments remontés par les professionnels de santé ou les patients au CRPV, données qui sont, comme nous l'avons déjà vu, validées, expertisées par les CRPV en temps réel, puis enregistrées dans la base de pharmacovigilance. Et donc ce sont ces données qui ont été analysées par les experts pharmacovigilants des CRPV de Nice et de Dijon. Analyse clinique, pharmacologique, au vu des éléments disponibles, avec éventuellement un retour auprès du déclarant si nécessaire. Ont également été analysées les déclarations de mésusage, c'est-à-dire d'utilisation intentionnelle, non conforme à l'autorisation de mise sur le marché ou aux recommandations validées à une date donnée, donc remontées par les pharmacies de ville. Alors comment se passe cette enquête en pratique? Donc les cas que nous recevons sont analysés de façon quotidienne par les experts des 2 CRPV, Nice et Dijon. Donc pour ma part, pour le CRPV Dijon, j'analyse de façon quotidienne les données que je reçois, avec des bilans réalisés de façon hebdomadaire au départ, avec un espacement depuis le mois de juin, compte tenu de la diminution du nombre de cas. Sachant que cette périodicité est tout à fait vouée à être réévaluée si besoin en était. Donc ces bilans sont discutés de façon hebdomadaire, puis maintenant effectivement de façon un peu plus espacée depuis le mois de juin, au sein d'un comité qui réunit donc nous, les experts des CRPV, mais également d'autres collègues
de CRPV que je vous ai cité en début de présentation, et qui réunit également des membres de l'ANSM afin de discuter à la fois de ces données de cette enquête de pharmacovigilance, mais également d'autres données, donc notamment les effets indésirables observés dans les essais cliniques réalisés en France avec ces médicaments, des données d'autres structures, Centre antipoison et toxicovigilance, Centre d'addictovigilance et de pharmacodépendance, également des chiffres de consommation, des données de la littérature, des données éventuelles européennes ou d'autres pays qui auraient été communiquées à l'ANSM. Ces comités permettent de faire une synthèse des données obtenues et de préparer d'éventuelles communications au grand public, aux professionnels de santé, afin de les informer des nouvelles données et d'éventuelles nouvelles recommandations. Par ailleurs, en toute transparence, j'ai oublié donc sur le troisième point, sur le schéma qui est à gauche, à droite, je ne sais plus, de cette diapositive, la mise en ligne des rapports de pharmacovigilance que vous pouvez donc retrouver sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Donc ils sont toujours mis en ligne, comme je vous l'ai dit, cette enquête est encore en cours et des bilans sont régulièrement réalisés et donc toujours mis en ligne. Par ailleurs, ces données sont également communiquées, s'ils sont pertinents, à d'autres structures telles que l'Agence européenne du médicament. Il est important en effet d'échanger les différentes expériences entre les différents pays, même si l'utilisation des médicaments peut s'avérer un petit peu différente. Si nous revenons à notre frise chronologique, donc la première étape était l'ouverture de l'enquête le 27 mars. Deuxième étape, dès le 30 mars, l'ANSM a communiqué sur les risques cardiovasculaires mis en évidence avec notamment l'hydroxychloroquine, avec également un rappel du bon usage de ces médicaments dans ce contexte pandémique. Troisième étape, le 10 avril, nouvelle communication de l'ANSM sur les effets indésirables mis en évidence dans cette enquête, qui sont les effets indésirables cardiaques, mais également rénaux, hépatiques, avec le lopinavir, ritonavir. Que se passait-il ailleurs ? En Europe, la communication sur les risques liés à l'hydroxychloroquine et à la chloroquine ne sont arrivés que le 23 avril, vous pouvez le voir sur cette frise chronologique. Et aux États-Unis, la FDA a communiqué le 24 avril. En France, l'enquête se poursuivait au cours de ces mois-là et se poursuit encore à ce jour, avec toujours des interactions avec d'autres structures et l'échange avec d'autres instances, notamment le Haut Conseil de la santé publique. Les données concernant le bénéfice de l'utilisation de ces médicaments et les différents risques se sont accumulées au fur et à mesure des jours et des semaines, conduisant les experts du Haut Conseil de la santé publique à réviser les recommandations avec une publication d'un rapport le 24 mai, première étape de notre frise chronologique sur cette diapositive. Ces recommandations étaient de ne plus utiliser l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid et de réévaluer ce médicament, enfin sa balance bénéfice-risque, dans les essais cliniques. Ainsi, 2 jours plus tard, le décret qui avait été publié le 26 mars, je vous le rappelle, qui autorisait l'utilisation de l'hydroxychloroquine et de l'association lopinavir-ritonavir dans le Covid, a été abrogé. Une décision totalement similaire a été prise par les États-Unis et donc par la FDA le 15 juin. En France, l'enquête se poursuit. Différents travaux complémentaires ont également été faits, avec notamment un rapport portant sur l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens dans ce contexte de pandémie Covid, rapport qui a été mis en ligne également sur le site de l'ANSM et que vous pouvez retrouver sur ce site internet. Donc. Pour finir, quelles ont été les autres actions de la pharmacovigilance et notamment des CRPV dans cette pandémie ? Tout d'abord, premier petit carré, le soutien au centre 15 afin de les soulager dans leur activité qui était très importante en ce début de pandémie, afin de pouvoir répondre aux questions concernant les médicaments. Rapidement a été mis en place, également en collaboration avec la Société française de pharmacologie et thérapeutique, un site internet dédié à des questions-réponses sur les médicaments. Ce site actuellement recense 164 questions, dont certaines ont été vues plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de fois, et notamment les questions portant bien entendu sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, qui ont été vues près de 25 000 fois. La mise également en ligne sur le site internet de l'Association des centres régionaux de pharmacovigilance dès le 22 mars, des informations sur les différentes thérapeutiques et plus particulièrement chloroquine et hydroxychloroquine. Communication également du réseau via son Twitter.
Réponse également aux sollicitations des médias grand public afin de participer au débat portant sur ces médicaments. Et puis enfin, bien entendu, au quotidien, chaque CRPV était présent afin de répondre aux questions et aider les cliniciens dans la prise en charge particulière de cette pandémie Covid. Quel bilan pouvons-nous d'ores et déjà tirer de ces premiers mois de pandémie? Tout d'abord, en ce qui concerne l'utilisation des médicaments, toujours garder en mémoire que la balance bénéfice-risque d'un médicament est applicable pour son utilisation habituelle, telle que validée dans l'autorisation de mise sur le marché ou les recommandations de bonne pratique. Sorti de ce contexte, un médicament peut malheureusement s'avérer plus néfaste que bénéfique. En ce qui concerne l'évaluation du risque, nous avons vu par des exemples concrets que la remontée des effets indésirables médicamenteux en temps réel, à partir des données de terrain, sont indispensables pour une bonne évaluation du bon usage du médicament et de sa sécurité d'utilisation. L'analyse de ces données de sécurité doit se faire en temps réel à partir de données de terrain, de données de bonne qualité, avec des échanges possibles entre le déclarant et les experts qui analysent ces effets indésirables, que sont les pharmacovigilants dans les centres régionaux de pharmacovigilance. Le système actuel de pharmacovigilance français s'est montré relativement efficace dans cette situation de crise sanitaire, avec sa réactivité, la remontée rapide des signaux du terrain à l'agence du médicament grâce au CRPV, avec une bonne interaction entre les CRPV et la NSM, qui a permis l'analyse et la validation rapide de ces signaux de sécurité et la communication auprès du grand public, auprès des professionnels de santé et des échanges avec d'autres pays et d'autres structures internationales. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette présentation vous aura intéressé, comme toutes les autres présentations lors de ce congrès. Je vous souhaite donc à tous un très bon congrès. Profitez bien de votre journée et à bientôt.